l'association Si Belle Planète. Et nous, donc notre association qui est vers Montpellier, elle a pour but de mettre en valeur le citoyen et de lui permettre d'agir concrètement pour la biodiversité, pour la protection de la biodiversité. Alors on a plusieurs moyens d'action. Le premier, ça va être l'éco-volontariat, c'est-à-dire qu'on propose à des personnes de venir, pendant leur congé, participer à des missions. Alors on en a un peu partout, en terre, en mer, mais on en a en mer. Et donc ils viennent rejoindre une expédition en mer tous les ans, entre 4 et 6 mois par an. Donc ils viennent pour une semaine, il y a beaucoup de gens, on a une centaine de personnes qui embarquent chaque année. Et donc ces personnes-là vont nous aider à collecter des données qui sont utilisées par la suite par des scientifiques. Voilà. Et l'autre action, c'est qu'on a une action de sciences participatives. Donc là, je vais vous parler aussi des sciences participatives aujourd'hui, c'est plutôt pour ça que je suis là. Et vous présenter un peu déjà ce que c'est et comment ça marche. Alors, yes, j'ai réussi tout le coup. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi les sciences participatives. Et pour comprendre pourquoi les sciences participatives, il faut comprendre quelles sont les contraintes d'un chercheur en général, un chercheur, un gestionnaire, quelqu'un qui étudie un peu la biodiversité. La première chose, les contraintes qu'il doit avoir, la première contrainte, c'est celle d'avoir des informations sur les espèces sur le long terme et à grande échelle. Parce que souvent, on a les moyens pour faire une campagne de recherche en tant que chercheur. On va avoir une campagne de recherche, on va avoir un état de la faune à un instant T, mais ça ne veut pas dire que ça se trouve, on n'a rien vu ce jour-là, mais le lendemain, il y en a plein ou inversement. Enfin voilà, c'est assez contraignant, donc ça a de gros moyens pour pouvoir faire des campagnes sur le long terme, c'est très contraignant. Et puis à grande échelle aussi, évidemment, plus c'est à grande échelle, plus c'est coûteux. L'autre prérequis, c'est d'avoir un protocole standard, réplicable, c'est-à-dire et surtout qui permet après de pouvoir comparer les données entre elles. C'est-à-dire si on fait des observations d'une manière et puis on va de l'autre côté, puis il y a quelqu'un d'autre qui observe d'une autre manière, après on ne pourra pas comparer les données, enfin c'est possible, mais ça devient plus compliqué. Donc en gros, les contraintes, c'est du temps, de la main-d'œuvre, et puis des moyens matériels et financiers conséquents. Donc, alors il y a plein de solutions à ça. Une des solutions, ce sont les sciences participatives qui vont être un outil gagnant-gagnant. Alors gagnant-gagnant, c'est-à-dire pour les scientifiques. Alors déjà, les sciences participatives, c'est quoi? C'est permettre aux citoyens de venir, durant leur temps libre, d'agir pour aider à collecter des données, des informations sur la biodiversité. En gros, je fais un super résumé. Donc les scientifiques de ces sciences participatives, ils vont bénéficier tout d'abord d'une aide concrète sur le terrain, ça peut arriver, mais surtout ils vont avoir une démultiplication des moyens et des informations collectées. Les sciences participatives, il en existe dans tous les domaines aujourd'hui. Dans le domaine terrestre, ça existe depuis plus de 100 ans. Et le muséum, depuis maintenant 40-50 ans, mène des recherches en sciences participatives sur l'ornithologie. Il y a aussi des groupes qui font de la botanique, l'entomologie. Et il y a eu vraiment des tas et des tas de résultats probants, des publications. Et c'est des données incroyables. Ça permet d'avoir des bases de données long terme, grande échelle, plein de données. Ça démultiplie l'effort. Et donc voilà. Et les citoyens, d'un autre côté, eux, ils vont tout d'abord bénéficier d'un outil ludique qui leur permettent d'améliorer leurs connaissances naturalistes, leur culture scientifique. Ils vont aussi mieux comprendre. Parce que souvent on dit mais que font les scientifiques? C'est vrai que quand on comprend les contraintes auxquelles ils doivent faire face, tout à coup on va pouvoir un peu plus relativiser et comprendre que c'est long, c'est très long. Et enfin, c'est surtout les citoyens peuvent agir concrètement pour la biodiversité, c'est un moyen d'action qui est même très vraiment, c'est une satisfaction qui peut être même personnelle, voilà. Ça donne du sens.
Ouais. Alors, en ce qui concerne la mer, les sciences participatives, c'est un peu, pour l'instant, le cas à part. Nous, on participe, moi je participe à des groupes de sciences participatives au niveau national et sur tous les milieux, et à chaque fois quand on arrive avec le milieu marin, on est un peu les bébés. Donc ça représente 20% des programmes recensés en France, ce qui est complètement aberrant, sachant que, par exemple, sur notre territoire, c'est un chiffre un peu aussi, mais le domaine maritime couvre 94%, quoi. Ça veut dire que c'est pas encore bien développé. C'est une activité qui est très récente, moins de 10 ans. Si vous regardez le graphique ici, ça montre la date de création des programmes de sciences participatives en mer, et on remarque que, en fait, c'est surtout à partir des années 2000, et 2005, 2006, 2008, 2010, et à partir de 2010, on a une vraie... alors aujourd'hui, il y a des programmes de sciences participatives qui se créent toutes les semaines. Donc il y en a plein, quoi. C'est super mode. Mais c'est vrai qu'avant, c'était un peu plus compliqué. Donc ça commence à se démocratiser et à se développer. Et il faut savoir aussi que les sciences participatives en mer, contrairement aux sciences participatives qui s'adressent à, qui s'intéressent à l'ornithologie, à la botanique ou autre chose, où là il suffit d'aller en forêt, marcher, s'asseoir, collecter des données. Là tout à coup les contraintes matérielles vont être un peu plus grandes. Par exemple de la plongée, il faut avoir un bateau, donc tout de suite c'est un peu plus compliqué. Donc déjà, les sciences participatives, déjà il y en a pour tout le monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est peu connu encore, mais ça s'adresse à tout le monde. Donc en gros, tous les usagers de la mer, où qu'ils soient, c'est-à-dire plaisanciers, plongeurs, promeneurs, mais aussi professionnels de la mer, de l'amateur au naturaliste confirmé, tout le monde peut, d'une manière ou d'une autre, participer à un programme de sciences participatives. En général, il existe énormément de programmes en ce qui concerne la mer. Les espèces, ça va des espèces littorales, côtières, larges, macro-déchets, il y a beaucoup de choses qui existent. Et puis voilà, à pied, en plongée, en bateau, on peut faire plein de choses. Donc pour les cétacés, ça va plutôt être en général en bateau, quoique certains programmes font des observations de la mer, mais il faut qu'ils puissent se le permettre. Alors là, j'ai mis quelques exemples de programmes. Alors, j'ai pas mis uniquement ce qui concerne les cétacés, parce qu'en fait, sinon, on n'aurait parlé que de nous, quoi. Donc, j'ai voulu vous faire un panel de ce qui se passe en sciences participatives en mer. Comment, mais voilà, bon, alors, c'est pas une liste exhaustive, hein. J'ai voulu citer, juste vous donner des exemples concrets. Bon, tout d'abord, le programme Cybelle Méditerranée, donc c'est le programme qui est porté par l'association que je représente, Cybelle Planète. Donc ce programme, en fait, s'intéresse aux espèces du large. Donc c'est vrai qu'on s'intéresse pas mal aux cétacés, on collecte des données, mais aussi, tant qu'on est au large, hein, on ne s'arrête pas là, donc on fait les cétacés, les raies, requins, poissons, méduses, on fait même les oiseaux, les macro-déchets, voilà, on collecte et le trafic maritime, etc., etc. On collecte toutes les données qu'on peut collecter. Alors, qui participe à notre programme de sciences participatives? Donc, on a des plaisanciers, des professionnels de la mer, on a de plus en plus de capitaines de marine marchande qui, de manière tout à fait autonome, hein, ils ont l'appli, donc on a une appli, Ops-en-Mer, qui marche même hors des côtes, et qui permet de collecter les données où que ce soit dans le monde et de les envoyer en quelques secondes. En plus, l'avantage est de voir après de ces données, de pouvoir les partager avec d'autres. Voilà, il y a tout un système, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc en fait, ça permet vraiment très facilement de pouvoir signaler ces rencontres. Et donc on utilise, comme je vous le disais, l'application mobile Ops-en-Mer, qu'on a co-créée avec une autre association, mais cette fois-ci qui est un peu plus dans le nord, le GEC. Et donc cette application mobile, voilà, qui permet, vous le voyez en haut, quelqu'un qui voit des dauphins, il a juste à faire clic-clic et hop, c'est envoyé. Et on organise nous-mêmes aussi des expéditions envoyées, des covolontariats, ou qui s'associent aussi aux sciences participatives, où là on va collecter des données
d'un niveau un peu plus élevé, un niveau expert, là, mais toujours pareil pour alimenter la base de données commune. Donc là, les points qui sont là, en fait, c'est uniquement les observations d'animaux, c'est pas les efforts d'observation, parce que sinon la carte aurait été un peu noire. Donc en fait, on a depuis 2007 déjà, ce programme est court. Aujourd'hui, on a 1300 observateurs en mer Méditerranée, sachant que depuis qu'on a eu l'application mobile, c'est un chiffre qui tend à monter en flèche. Donc ça veut dire que c'est un outil qui est vraiment super intéressant et pratique et c'est simple, quoi, c'est ludique. Et on a eu pour l'instant à peu près 7000 observations d'animaux reportées, puis vous voyez, en étant un peu notre domaine un peu plus de la Méditerranée, voilà. Donc ça c'est juste pour Cybèle Méditerranée. Il existe d'autres programmes. Donc on a l'APEX. L'APEX c'est l'association l'APEX. Hein. Ils ont un programme sur les requins pèlerins, avec un formulaire en ligne qui permet, si vous rencontrez un requin pèlerin, de pouvoir leur signaler. Il y a l'association Aileron, qui est notamment présente en Méditerranée, qui vient chez nous, qui eux s'intéressent aux requins et aux raies. Donc pareil, ils ont un formulaire papier ou mais ils utilisent maintenant, ils sont rentrés dans le système Ops en mer, donc par Ops en mer aussi, vous pouvez aider à signaler, à les aider à collecter leurs données. Et on a aussi, pour d'autres types d'usagers de la mer, on a le système BioOps, qui lui s'intéresse aux plongeurs et permet, grâce à des carnets d'observation, de recenser les espèces côtières. Ils ont tout un... Enfin, eux, c'est très intéressant, parce qu'ils ont vraiment une force, les plongeurs, contrairement à nous en mer, ils ont une force de frappe incroyable et une quantité de données collectées qui fait vraiment envie. Et enfin, Biolite qui eux s'intéressent aux espèces du littoral et aux déchets, donc là ça s'adresse aux plongeurs, qui peuvent en ligne directement leur donner le résultat des comptages avec de photos, etc. Il y a enquête d'hippocampe pour les plongeurs, donc là c'est plusieurs projets de sciences participatives qui permettent de recenser les hippocampes. Et le RTMMF, avec le CESMED aussi, qui eux recensent par email ou téléphone. Alors maintenant ils sont rentrés avec le RTMMF dans Ops en mer parce que c'est un peu plus simple. Et ils récupèrent les observations aussi de tortues marines en mer. Bon là c'était un tour très rapide. Et il existe aussi, ce qu'il faut savoir, c'est pour ceux qui s'intéressent aux sciences participatives, il existe des réseaux qui rassemblent tous les programmes de sciences participatives en mer et qui permettent pour n'importe quel usager, parce que c'est vrai que même si vous vous intéressez aux cétacés, si vous allez en mer, c'est dommage de collecter des données que sur les cétacés, quoique c'est super, moi je fais ça depuis 20 ans, mais il y a d'autres animaux. Et donc pour pouvoir voir l'ensemble un peu du panorama, il y a des collectifs, il y a des réseaux qui sont en train de se mettre en place. Tout d'abord, il y a le réseau Vigimère, qui est raccroché aussi au réseau Open, d'ailleurs, Open Sciences Participatives, qui sont en fait des sites web. Donc, c'est des sites web qui recensent tous les programmes de sciences participatives. Alors, pour Vigimère, c'est uniquement les programmes en mer. Et Open c'est le muséum qui chapeaute ça. Et c'est tous les programmes de sciences participatives en terre, sur terre, en mer, partout. Voilà. Les Sentinelles de la mer Occitanie, donc c'est c'est un réseau de programmes de sciences participatives en mer, uniquement sur la région Occitanie. Ils ont un site web. Et enfin, Ops en mer. Alors, Ops en mer, c'est un réseau sans lettres. C'était juste pour vous le présenter. Ops en mer, c'est donc comme je vous disais, c'est un projet qui est né donc de deux structures, Cybèle Planète et le GIEC. Et l'objectif, c'était, alors au départ, voilà, on a développé des outils. Au départ, c'était pour nous d'ailleurs, puis en fait, on les partage. Donc une application mobile qui permet, quel que soit le niveau, c'est-à-dire du niveau du simple observateur qui va faire une observation ponctuelle, à un niveau expert scientifique. Aujourd'hui, on a des chercheurs qui collectent les données avec Ops en mer. Donc, on a trois types d'accès selon le niveau de la personne. Et ça permet de collecter des données directement, facilement en mer, même hors de portée du réseau.
et de pouvoir ensuite les partager dans une base de données commune et en libre accès. Le site web www.opsonmer.org permet aussi d'accéder aux cartes, c'est-à-dire qu'on peut directement voir, gérer ces données, mais aussi celles de l'ensemble de la communauté qui participe. Au jour d'aujourd'hui, en mer Méditerranée, donc c'est Cybelplanet qui gère le réseau, puisque ça fait un réseau de structures en fait, puisqu'on a mis tous ces outils à libre disposition. En mer Méditerranée, là ça fait 1 an, Cybelplanet administre tout le réseau sur la zone. On a à ce jour 15 structures qui sont aussi bien des parcs naturels, des associations, je sais plus ce qu'on a. On a des parcs naturels, des associations, des chercheurs, des instituts de recherche, enfin voilà, tout un panel de gens qui rejoignent et qui décident de participer à cet effort collectif de recherche et de suivi. Voilà. Oui, l'outil aussi Opsonmer permet pour les experts d'avoir accès à un outil de gestion de catalogue de photos idées qui est pas mal pratique et puis qui permet aussi les partages aussi très facilement. Et donc voilà, c'est fini. Je vous remercie.